Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le 3e épisode de La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les 2 semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées. Ils viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'ils ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Enzo. Enzo est éducateur canin en méthode positive et bienveillante, spécialisé dans les cas complexes de rééducation. Dans cette discussion, il nous raconte d'abord son parcours avec ses 3 chiens, Altesse, Seven et Big Up. Enzo nous parle aussi de son travail d'éducateur auprès des refuges et de l'importance de l'éducation canine dans la réhabilitation de certains chiens. Il nous présente les contours de l'adoption, des raisons diverses qui conduisent à l'abandon, aux différentes structures qui permettent le passage de flambeau, et nous raconte combien les belles histoires de seconde chance auxquelles il a pu contribuer l'aident à grandir au quotidien. Enfin, Enzo nous donne des clés pour réussir cette étape pas toujours évidente de l'adoption d'un chien dans un refuge. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Enzo. Salut Enzo! Salut! Tu vas bien? Ça va et toi? Oui, ça va. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce 3e épisode du podcast. On va commencer par une petite présentation. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, Enzo? Ouais, je m'appelle Enzo, j'ai 29 ans, je suis éducateur canin sur Lyon. Ça fait 7 ans que je suis diplômé et que j'interviens, et ça fait 9 ans que je suis dans l'éducation canine en positif. Ok, trop cool. Et donc j'imagine que tu as des chiens, tu peux nous les présenter? Donc j'ai ma chienne, donc la plus âgée, Altesse, qui est un berger allemand qui a 9 ans et quelques semaines aujourd'hui. Donc ça a été ma première chienne personnelle, on va dire, parce que j'ai grandi avec des chiens, mais là c'est vraiment, je l'ai prise pour moi. C'est avec elle que j'ai fait toute ma formation et c'est avec elle que j'ai appris le métier en fait. Et c'est elle qui m'a suivi derrière dans mon travail la majorité du temps. Ensuite j'ai Seven, un border, que j'ai pris chez des amis qui ont eu une portée. J'ai récupéré un des chiots sur la portée, qui lui pour le coup ne me sert pas spécialement dans le travail. C'est pas un chien qui a un tempérament pour le travail, c'est plutôt un chien de compagnie, un chien de sport, il m'accompagne quand je fais du VTT ou des machins comme ça. Et le dernier, Big Up, qui est aussi un border, et qui, lui, c'est un cas de rééducation que j'ai eu quand j'étais entre guillemets jeune éduc, qui du coup m'a suivi derrière et partage aussi un peu mon travail et mon quotidien. Ok, d'accord. Et du coup, donc, tu me disais que tu avais toujours eu des chiens. C'est quoi ton expérience avant d'avoir les tiens vraiment à toi? Je crois que le premier chien, je devais avoir 4 ou 5 ans. Mon père qui avait ramené un chiot à la maison. Et derrière, on a toujours eu des chiens. Alors, on vivait en appartement à l'époque, donc c'était des petits chiens, pas aussi gros qu'un berger allemand. Et expérience avec les gros chiens, en fait, du côté de mon père, j'ai de la famille qui est agriculteur, qui avait des chiens de troupeau, qui avait des chiens de berger, ça partait du petit Griffon jusqu'aux montagnes des Pyrénées. Mes grands-parents avaient des bergers allemands. Donc j'ai toujours baigné un petit peu dans cet univers-là avec des chiens. J'ai toujours vu des chiens autour de moi, donc pour moi c'était quelque chose de complètement naturel de partir, que ce soit gros chien ou petit chien, enfin, c'était un chien, donc c'était naturel de partir vers du chien derrière, quoi. Qu'est-ce qui t'a motivé à choisir ces races-là? Donc du coup le berger allemand en premier, et puis ensuite les border collies. Enfin, est-ce que ça s'est imposé comme ça? Est-ce que tu recherchais une race en particulier? Alors ouais, je recherchais une race en particulier, le berger allemand. Le berger allemand, c'est vraiment ma race de cœur, en fait. C'est vraiment un chien que, comme je disais, quand j'étais chez mes grands-parents, quand j'étais petit, ils avaient les leurs. J'ai toujours vu ces chiens-là. C'est un chien que je trouve vraiment enfin, c'est con à dire, tu vois, mais je trouve que c'est vraiment un chien qui a de la gueule. C'est un chien qui dégage quelque chose, et moi je sais que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et même au niveau du tempérament, au niveau de l'éducation, c'est des chiens qui sont, on va dire, assez faciles à éduquer, qui ont beaucoup de ressources en fait. C'est pas forcément pour quelqu'un qui a jamais eu de chien. Je le conseillerais peut-être pas en premier chien, mais ça reste quand même un chien où tu peux vraiment aller très loin avec, tu peux t'éclater avec. C'est des chiens qui sont hyper intelligents. Honnêtement, enfin je regrette pas, il y a aucun jour où je regrette. Et le border collie du coup? Pour les borders, pour la petite histoire, je suis pas un gros fan du border à la base. En fait, si tu veux, en tant qu'éduc, on voit souvent des chiens, surtout en rééducation, on voit souvent des chiens avec des problèmes de comportement. Et c'est vrai que quand je voyais des borders, je me disais, oh là là, mais c'est des chiens qui sont super excités, il y a beaucoup de problèmes de gestion d'émotions chez ces chiens-là. Et moi, je me disais, non, attends, c'est des chiens qui sont trop excités. J'avais mon berger allemand qui était quand même très calme, très posé comme chien, tu vois. Et je disais, non, je veux rester dans des chiens calmes. Moi, je suis calme, il me faut des chiens
des chiens calmes en fait. Et puis en fait j'ai vu le chiot et j'ai craqué. Et puis le deuxième c'était un cas de rééducation, donc comme j'ai fait toute la rééducation, en fait j'ai appris à connaître le chien. Et finalement je me suis dit bon bah finalement il va rester quoi. Comment ils sont arrivés chacun dans ta vie comment ça s'est passé un peu l'adaptation, l'entente à chaque fois quand on a rajouté un à chaque fois, comment ça s'est passé? L'entente s'est toujours très bien passée. Le berger allemand elle est arrivée toute seule, donc ça allait, tu vois, j'avais pas d'autre. Enfin, à l'époque, je vivais chez mes parents, donc j'avais le chien de mes parents. Mhm. Donc, ils avaient c'était une petite croisée Yorkshire. Ça s'est pas trop mal passé. Premier border que j'ai récupéré, donc Seven, lui ça s'est bien passé aussi. Il a vécu, si tu veux, les gens chez qui je l'ai récupéré, il y avait en tout, je crois, 7 chiens dans la maison. Donc il était habitué déjà depuis tout petit à avoir beaucoup de chiens. Il y a des grands chiens, des petits chiens, donc lui il gérait aucun problème. Ma chienne elle était un petit peu en mode bon. C'est bizarre, d'habitude les autres chiens ils m'approchent pas trop. Lui il vient, il se couche sur moi, je comprends pas, mais ça s'est passé. Elle avait Et quel âge déjà, Altesse? elle avait 2 ans et demi. D'accord, ok. Et du coup, Big Up quand il est arrivé, Seven avait déjà presque 1 an. Et l'arrivée s'est bien passée quoi. Il a vite pris ses marques. Et après vu que c'était un cadre rééduc, il y avait des problèmes de comportement très particuliers, donc il était, on va dire, faire simple, physiquement il était là, mais mentalement il n'était pas là. Donc il est redescendu de son nuage en douceur et il a rencontré entre guillemets les chiens en douceur. Ça s'est passé en douceur quoi. Ok, et du coup, ouais, c'était ma prochaine question. Du coup, comment s'est passé un peu leur éducation et rééducation pour certains? Ouais, bah, ils ont tous eu plus ou moins un moment de leur vie, de leur parcours, une rééducation. Comme je te disais la dernière fois, ma chienne, elle a eu des problèmes d'agressivité quand elle était plus jeune. Quand il y a eu la phase de socialisation, moi j'ai voulu bien faire, tu vois, j'avais lu des bouquins, j'étais pas encore éduque à l'époque. Et j'avais lu des bouquins, j'avais regardé sur les forums internet, on me disait oui, quand le chien il est jeune, il faut le socialiser, il faut lui montrer plein de choses. Donc moi je me suis dit, bah vas-y, on va sortir, on va lui montrer plein de choses. Et le problème, c'est que je suis tombé que sur des chiens qui n'étaient pas hyper sociables à la base, et du coup, ça crée des mauvaises expériences dès le début. Mm. Et bah, du coup, derrière, elle a développé des peurs sur les autres chiens, donc il a fallu bosser là-dessus. Aujourd'hui, ça va. Tu vois, il y a quelques chiens avec qui ça passe pas, mais honnêtement, on a tous nos têtes. La rééducation, elle a duré quand même un petit peu de temps, parce que c'était vraiment au tout début de mon parcours, donc j'avais pas forcément tous les outils. Comme c'est ton propre chien, c'est toujours plus compliqué. Tu vois, quand c'est avec un chien de client ou avec un chien de refuge, c'est pas ton chien, donc tu as un peu cette distance qui est plus facile à prendre. Non. Oui, puis il y a la double dimension pro et perso, et on n'est pas pareil dans les deux cas, donc ouais, je comprends. Ça. Les autres, alors au début l'éducation s'est très bien passée, en tout cas pour Seven. Il a progressé à fond, tu vois. J'étais entre guillemets jeune diplômé, j'avais toutes mes connaissances, toutes mes compétences. Le chien a progressé à fond. On a fait une mauvaise rencontre en balade un jour au bord d'un lac. Une dame qui n'a pas aimé que mon chien et son chien se disent bonjour et qui lui a mis un coup de bâton. Il a eu beaucoup de mal à remonter la pente. Mmh. Mais avec beaucoup de travail, en lui montrant, j'ai eu la chance à une époque prendre beaucoup de stagiaires. Donc il y avait beaucoup de personnes que le chien ne connaissait pas qui venaient à la maison. Et j'ai pu travailler à fond là-dessus. Ça a duré un petit peu parce que c'est un chien qui est très sensible. Mais aujourd'hui, ça va très très bien, il n'y a plus aucun souci. Pour Big Up, par contre, lui, ça a duré beaucoup plus longtemps que les deux autres. Ouais. Parce que les problèmes étaient vraiment beaucoup plus profonds, beaucoup plus ancrés. C'était des problèmes de stéréotypie, donc des problèmes... C'est un peu comme des troubles obsessionnels compulsifs par rapport à nous. C'est un chien qu'on a récupéré quand il avait 6 mois, qui était déjà bien atteint, qui avait eu un parcours Et les premiers mois de sa vie ont été très 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 compliqués pour lui. Ses anciens propriétaires ont préféré justement passer le flambeau à quelqu'un d'autre, qui pouvait s'occuper de ce chien-là, qui était plus compétent. Ils n'avaient pas les moyens, ils n'avaient pas le temps en fait et l'énergie pour s'investir là-dedans. Donc ils ont préféré passer le flambeau à quelqu'un. Ils ont pris la bonne décision pour le coup. Donc, le chien est resté avec moi, je crois sa première année jusqu'à ce qu'il ait 1 an et demi. Et ensuite, il a vu plusieurs éducs, mais ça a été principalement moi. Et ensuite, il est parti chez un collègue sur Annecy. Il y est resté 2 ans, il est revenu 2 ans à la maison. Il y a 2 ans, il a fait la saison hiver en montagne. Et il est revenu définitivement à la maison. C'est un chien qui a beaucoup voyagé parce que on peut... disons qu'en fait, à certains moments où moi, j'avais plus forcément le temps avec mon boulot de pouvoir gérer correctement ses dépenses et ses besoins, lui, il avait le temps, donc je lui envoyais. Et quand lui, il avait plus trop le temps, moi j'avais de nouveau le temps. Donc en fait, on gère le chien à deux, qu'on a une garde partagée. D'accord, ok. C'est original, mais c'est cool. Voilà, en tout cas, pour lui, c'est le mieux. Est-ce que tu pourrais nous raconter du coup comment tu es devenu éducateur, toi? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours
Est-ce que ça a été un rêve d'enfant que tu as réalisé ou comment c'est venu ce métier d'éducateur dans ta vie? Un rêve d'enfant, non, je dirais pas forcément ça. J'ai toujours aimé les animaux. Je me suis toujours dit, tiens, j'aimerais bien justement pouvoir bosser un peu avec les animaux. Et un jour, en fait, j'ai eu l'occasion, en, en regardant un petit peu les options que j'avais à disposition. À l'époque, je bossais en tant que commis pâtissier. Et clairement, c'était un truc qui me convenait pas du tout. Et je cherchais autre chose. Et puis, c'est vrai que je suis tombé là-dessus. Je me suis dit, tiens, éducateur canin, il y a un centre de formation pas loin de chez moi en plus. Du coup, j'ai regardé un petit peu, je me suis renseigné un peu plus sur le métier. Et puis, je me suis rendu compte que c'était un métier qui m'intéressait. J'ai commencé à m'intéresser à l'éducation, au comportement canin, et la main dedans, quoi. Puis, j'étais emporté directement dans le truc en me disant, bon, bah, en fait, le comportement canin, c'est un truc qui est hyper profond, c'est hyper fourni. T'arrêtes pas d'apprendre des choses, en fait. Ouais, il y a de quoi faire. C'est ça, voilà, il y a vraiment, vraiment de quoi faire. Et encore aujourd'hui, j'apprends des nouveaux trucs, je découvre des nouvelles techniques, je découvre des nouvelles études qui ont été conduites récemment. Enfin, c'est le milieu du comportement animal, si tu veux, et même pas forcément que le chien. T'as toujours des trucs à découvrir. Ouais. Donc je me suis vraiment mis là-dedans, j'ai regardé, j'ai vu que sur la formation, il fallait avoir un chien, tous les exercices pratiques étaient faits sur nos propres chiens. Donc j'ai commencé à chercher un chien, j'ai regardé un petit peu, je me suis dit bah tiens c'est l'occasion de prendre un berger allemand enfin. J'ai regardé un petit peu les élevages qu'il y avait autour de chez moi, j'ai vu qu'il y en avait un qui était pas loin, qui avait une portée, j'y suis allé, j'ai vu ma chienne, j'ai dit bon bah allez ce sera celle-là. Et puis ensuite j'ai fait les recrutements et je suis rentré en formation en fin 2013. Ok, et du coup après donc t'as bossé en tant qu'éducateur à domicile, c'est ça? C'est ça, voilà. En fait, j'ai bossé pendant quelques années, les premières années en fait à domicile. Au début, au début, je faisais que ça, donc c'était vraiment cool. Et au bout d'un moment, en fait, j'ai eu l'occasion de pouvoir aller bosser en refuge. Enfin, ça a été vraiment un déclic. Je me suis dit, en fait, le refuge, c'est vraiment ce qui me plaît. C'est vraiment là où je m'épanouis le plus. J'ai pas. En fait, quand je bosse en refuge, si tu veux, je dépends uniquement de moi pour la qualité du travail. En tout cas, sur les premiers temps. Quand tu arrives en refuge, en fait, une fois que tu as formé les personnes, tu sais qu'elles sont formées, tu sais qu'elles ont les compétences que tu leur as transmises. Et peu importe le nombre de chiens qui va arriver derrière, les compétences, tu n'auras pas besoin de les reformer à chaque chien. Tu fais un peu des mises à jour sur certains cas, mais tu n'as pas forcément besoin de les former. Donc tu peux t'appuyer sur eux, tu peux collaborer avec eux, il n'y a aucun problème. Tu es vraiment sur un pied entre guillemets d'égalité. J'ai beaucoup bossé au début avec un refuge qui était à côté de chez moi, et ensuite j'ai un petit peu élargi. J'ai commencé à bosser avec d'autres refuges qui dépendaient d'autres fondations. J'ai commencé à bosser avec des associations pour élargir un petit peu en fait dans différentes structures. Dans le premier épisode du podcast, on avait parlé de l'adoption en élevage, donc d'un achat en élevage. Est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais nous définir ce que ça veut dire que adopter un chien? Alors, adopter un chien, en fait, contrairement à l'élevage où comme tu dis, en fait, tu prends un chien un peu vierge, en fait, où le chien n'a pas encore eu vraiment beaucoup d'expérience de la vie. Adopter un chien en refuge, c'est adopter un chien avec un passé. C'est adopter un chien qui a déjà eu une vie plus ou moins remplie selon ce qu'il a vécu, selon son âge aussi, parce qu'on peut adopter des chiens de tous les âges en refuge. Que ce soit un chiot, par exemple une chienne qui a été abandonnée alors qu'elle était gestante et qui met bas au refuge. Mais tu peux aussi adopter un chien qui a déjà 12, 13, 14, des fois 15 ans. Et ça peut très bien se passer aussi en fait. Ça permet vraiment de lui donner une seconde vie, une seconde chance, ou des fois une troisième ou une quatrième. Ça arrive que des chiens passent de famille en famille et ne trouvent pas la bonne famille. Et c'est vraiment ça l'intérêt de prendre un chien en refuge, c'est de permettre au chien de trouver enfin la famille qui lui convient, la personne qui lui convient. Et si vous pensez être cette personne-là, ce sera une super bonne action et puis ça peut être une super aventure avec ce chien-là, quoi. Il faut sortir un petit peu entre guillemets de la tête l'idée que les chiens de refuge sont forcément des chiens à problème. Oui, il y en a qui le sont, parce qu'il y en a qui sont abandonnés pour des troubles du comportement. Il y en a qui sont abandonnés, juste parce que les personnes ne sont plus capables de gérer ces chiens-là, ou pour des raisons complètement futiles, simplement parce qu'ils n'ont plus envie de gérer ces chiens-là. Mais ça peut être des chiens qui sont très très bien, et qui sont parfois meilleurs que des chiens qu'on a eu depuis chiot. Je pense qu'il faut faire confiance en fait aux chiens qu'on adopte. Une fois si on a le feeling avec ce chien-là, il faut aussi lui faire confiance et aller à son rythme. C'est un chien qui a eu, comme je disais, une expérience avant, peut-être des choses négatives, peut-être des choses très positives. Et ça permet en fait de découvrir, d'apprendre à connaître son chien au fur et à mesure.
Même si avec le refuge, vous allez apprendre quand même beaucoup, beaucoup de choses sur le passé du chien. Ça arrive des fois qu'on n'en sache pas énormément. Un chien qui a été trouvé en divagation dans la nature, récupéré par la SPA, il n'était pas pucé, on ne sait pas d'où il vient, on ne connaît pas son passé. On sait qu'il a à peu près, je sais pas, 8 ans. Bah, il y a 8 ans de blanc, donc en fait on découvre au fur et à mesure. Et on peut essayer de reconstituer un petit peu ce côté, ce que le chien a vécu avant de nous rencontrer. Et voilà, ça peut être vu comme une aventure, entre guillemets, mais souvent c'est une bonne aventure. C'est un joli voyage à faire avec un chien et surtout lui donner une seconde chance. Ouais, c'est super. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des raisons principales d'abandon qu'on croise dans les refuges ou que toi, tu as croisé Alors, on ne citera pas de chiffres parce que je pense qu'ils ne sont pas très, très importants, mais je pense que la raison prime plus que le nombre d'abandons qu'il y a. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous présenter ces raisons-là qui font qu'on peut être amené à laisser son chien dans un refuge pour une autre Ouais. vie? On a souvent tendance à juger un petit peu les gens qui abandonnent les chiens. Il ne faut pas abandonner son chien, c'est mauvais, c'est mauvais. Euh, je parle en connaissance de cause, comme j'ai tout à l'heure, Big Up, ses premiers maîtres ont préféré passer le flambeau. Je préfère voir l'abandon comme ça, passer le flambeau à quelqu'un d'autre. Tu vois, de dire, je ne suis pas capable de gérer ce chien-là, je passe le flambeau. C'est une démarche qui est beaucoup plus noble, on va dire. Maintenant, tu as des raisons d'abandon de chiens, tu as des chiens qui arrivent en refuge, par exemple, une personne âgée qui décède, et la famille derrière ne peut pas s'occuper du chien parce qu'ils ont tous un travail à temps complet. Ils habitent tous en appartement et c'est un gros chien qui a toujours vécu dans une ferme, dans une maison avec un grand terrain ou des choses comme ça. Leur milieu de vie n'est pas du tout adapté à ce chien-là qui reste. Bah, ils préféreront le mettre en refuge ou lui trouver une nouvelle famille plutôt que de garder ce chien-là et que le chien soit malheureux. Ça peut être dans le même cas, tu vois, un divorce. Une fois divorcé, les personnes qui gardent le chien ne peuvent pas lui fournir assez de dépenses ou une vie d'assez bonne qualité parce que son travail est beaucoup trop demandant ou toute autre raison. Du coup, il préférera se dire, moi je peux plus apporter à mon chien ce dont il a besoin pour qu'il soit vraiment heureux et épanoui. Je préfère le mettre chez quelqu'un d'autre, lui donner la possibilité de rencontrer une autre famille plutôt que égoïstement peut-être le garder pour soi. Et voilà, Voilà, sans c'est... avoir les moyens de gérer. La base de mon métier, j'ai bossé en refuge pendant plusieurs années. Je ne juge absolument pas les raisons d'abandon. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ensuite, effectivement, tu as toujours l'éternel mon enfant est allergique. Qui peut vouloir dire plusieurs choses. Les cas d'allergie sont quand même, dans ces cas-là, extrêmement rares. Hein, parce que généralement, souvent l'enfant est avec les parents quand ils amènent le chien au refuge et il va très bien. Mm. Mais bon, passons, on va pas, voilà, on n'est pas là pour critiquer, pour juger. On a les chiens qui aboient trop, les chiens qui attaquent, les vieux chiens de chasse. J'ai Ouais. eu plusieurs fois le cas en fait où le chien est trop vieux pour chasser, ou le chien est même juste jeune mais pas un bon chasseur. Dans ce Mm. cas-là, enfin voilà, il y a un rapport au chien qui est très particulier avec la chasse. Je vais pas rentrer dans les détails. Peut-être t'as les abandons, enfin les chiens récupérés par la fourrière. Quand un chien Ouais. est trouvé en divagation, donc dans la rue tout seul, en fait, généralement on appelle les services, on appelle l'ESPA, on appelle tous ces trucs-là. Et en fait, c'est la fourrière qui va venir le récupérer. Le chien va rester en fourrière pendant, je crois que c'est 2 semaines, 14 jours. Mm. Ou pendant 14 jours, on va essayer de lire la puce, mettre une annonce ou appeler les gens si on a la puce avec le numéro de téléphone pour que les gens puissent venir récupérer leur chien. S'ils récupèrent leur chien dans les 14 jours, et bah tant mieux, tout va bien, ils ont récupéré leur chien, ils étaient inquiets, tout est récupéré. Ça arrive que les gens, quand on les appelle et qu'on leur dise bonjour, on a votre chien, voilà, il faut venir le récupérer à la fourrière, les gens nous disent bah non, j'en veux plus en fait. Également, on est obligé d'attendre les 14 jours, même Ouais. au cas où les gens se rétractent ou quoi, on est obligé. Ensuite, le chien passe en refuge Mm. et est de nouveau mis à l'adoption. En général, quand les gens perdent leur chien et qu'on le retrouve, ils sont globalement, on va dire 99,9% tous très contents de récupérer leur chien. Mais ça Oui. peut arriver dans Mais ça certains peut cas. arriver. C'est les chiens de laboratoire qu'on retrouve assez régulièrement dans les refuges. Ouais. Donc les chiens, souvent c'est des beagles. C'est des chiens de laboratoire, c'est des chiens sur lesquels sont faites des expérimentations. C'est intéressant de savoir sur quel type d'expérimentation le chien était avant le refuge, pour savoir un petit peu à quoi t'attendre. J'ai bossé avec des chiens, par exemple, qui étaient dans des centres pour tester les croquettes. En gros, les D'accord. chiens étaient nourris 3 fois par jour. Voilà, le seule expérimentation qui était faite, c'était on te donne des croquettes et on voit si tu grossis ou pas. Dans ces cas-là, tu sais que le chien, bon, outre le fait qu'il n'ait pas vu grand-chose dans sa vie, tu vas pas avoir trop de problèmes.
Oui. Mais quand c'est les tests pour des médicaments, quand c'est les tests pour des trucs comme ça où il y a beaucoup de contention, là tu peux te retrouver avec des chiens qui sont extrêmement flippés et qui ont un gros travail de rééducation à faire derrière pour réapprendre à avoir confiance avec l'humain. Parce que les seuls Mm. humains qu'ils auront rencontrés, c'est des mecs en blouse C'était... blanche qui les ouais. attrapent par la peau du cou, qui leur font une injection, qui font une prise de sang, qui les attachent. Pas des bons contacts avec l'humain. Donc tu vas avoir un travail à faire derrière là-dessus. Ça peut être des très très bons chiens. C'est des chiens une fois qu'ils auront confiance en toi, qui vont s'attacher, mais tu les perdras jamais ces chiens-là en fait. Ils sont tout le temps collés à toi. Mm. Et le dernier gros truc qu'on a souvent en refuge, c'est la réquisition judiciaire. Quand une personne est jugée pour maltraitance animale, généralement on lui enlève son animal de compagnie, le temps que le jugement soit rendu, et l'animal se retrouve en refuge. Donc c'est souvent, en fait, c'est pas genre juste le chien qui était attaché au fond du jardin et qui aboyait, ça les policiers se déplaceront, mais pas forcément, il n'y aura pas de réquisition judiciaire. Généralement c'est sur les cas de très très grosse maltraitance, où là, effectivement, on enlève l'animal parce qu'il y a un danger pour la vie de l'animal. Et c'est des animaux qui, en général, ont vécu des trucs vraiment, vraiment atroces. Et au niveau du comportement, ça se ressent, en fait. C'est des chiens qui ont un traumatisme qui est extrêmement fort. Et c'est là où, justement, l'intérêt d'avoir un éduc sur la structure prend tout son sens. Ça va permettre de pouvoir le bosser, de le rééduquer et de pouvoir, entre guillemets, le remettre dans le circuit. Lui réapprendre à vivre en société avec des humains, de lui réapprendre à pas avoir peur des humains, à pas agresser les humains dès qu'il en croise, et à pouvoir lui aussi lui donner une seconde chance et lui dire écoute, t'es pas tombé sur le bon, mais avec du boulot, on va pouvoir te permettre de trouver enfin un humain qui te convient et un humain qui soit pas un psychopathe fini, quoi. Ouais. Ok, donc on voit que donc il y a plein de raisons effectivement à l'abandon, et en fait, mis à part les dernières raisons que tu as citées, c'est souvent lié à des raisons plutôt matérielles de gestion du temps ou d'argent, C'est ou ça, voilà, souvent on n'a pas de le temps, on n'a capacité pas à les gérer, moyens. de Étonnamment, on a méconnaissance aussi... ouais, sur le comportement du chien et son éducation. c'est ça. De méconnaissance sur le chien en général, parce que étonnamment, on a aussi beaucoup de personnes qui abandonnent des chiens à cause de la taille du chien. Euh, Oui. Des personnes Ok. qui vont abandonner un chien de 70 kilos parce qu'ils pensaient qu'il resterait chiot toute sa vie. Enfin, vous avez pris un Saint-Bernard en fait. Il y a beaucoup de méconnaissance en fait sur le chien, beaucoup qui aiment vraiment profondément les animaux, qui aiment les chiens, mais qui n'ont pas assez de recul ou qui ont ce côté-là, ce côté j'aime les animaux, donc ça va forcément marcher. En fait, non, il faut un minimum de connaissances. Mais si les gens connaissaient vraiment ces animaux-là et se renseignaient vraiment avant de les prendre, il y aurait beaucoup moins d'abandon. Et il y aurait beaucoup moins de problèmes. On aurait beaucoup moins de travail en tant qu'éduc, ça je le nie pas. Mais si je dois me retrouver au chômage technique parce que les gens s'occupent bien de leurs animaux et qu'il n'y a plus de problèmes, honnêtement, c'est pas grave, je me reconvertirai. Tant mieux, quoi. Ouais. Mais voilà, C'est c'est utopiste, on va dire. Ouais. C'est vrai que voilà, les abandons viennent souvent à la base d'une méconnaissance de l'animal, un animal pris pour des mauvaises raisons, que ce soit pour faire plaisir aux enfants, parce que on est passé au salon du chiot, on a vu des chiots trop mignons, l'éleveur nous a baratiné, on l'a récupéré, et puis en fait on se retrouve avec un berger belge malinois de travail, alors que en fait on n'est pas du tout agent Sino, et puis on travaille 12 heures par jour et on habite en appartement et on peut pas le sortir. Bon ça va créer quelques petits soucis, ouais, effectivement. Oui, c'est ça, Ensuite, c'est des méconnaissances aussi sur les races et les besoins de chaque race ou de type de chien en tout cas, c'est ça. qui jouent beaucoup après derrière, quoi. Ça joue énormément en fait, c'est des adoptions qui n'auraient pas dû se faire et qui au final ne marchent pas. Parce que les gens n'ont pas forcément le cadre de vie, ne peuvent pas apporter au chien tout ce dont le chien a besoin pour s'épanouir et être bien. Donc au final, ça marche pas, quoi. Comme je disais tout à l'heure, en fait, en passant le flambeau à quelqu'un d'autre, via le refuge, via une association, ça permet que le chien puisse trouver quelqu'un qui a tout ce dont il a besoin et de pouvoir lui permettre de vivre sa meilleure vie, quoi, entre guillemets. Donc ça veut pas dire que vous êtes des mauvais maîtres ou quoi, ça veut juste dire que vous êtes arrivé à la limite, entre guillemets, de ce que vous pouvez lui proposer et que ça suffit pas. Donc à moins de changer complètement de vie, il y en a qui le font. Mais il arrive des moments en fait où même l'éducation en fait arrive à tout ce qu'on peut faire en éducation avec un éducateur à domicile ou quoi. Il y a un moment où ça va arriver à une certaine limite, la limite environnementale, la limite de ce que nous on peut proposer en termes de temps. Et à ce moment-là, effectivement, ouais, vaut mieux peut-être envisager de passer, même si c'est une difficile, voilà. Là, j'en parle comme si c'était normal. C'est une décision qui est extrêmement difficile à prendre.
C'est très compliqué comme truc. Et alors, où est-ce qu'on peut adopter aujourd'hui un chien en France parce qu'on parle beaucoup de la SPA, beaucoup de gens ont en tête la SPA comme référence, mais j'imagine qu'il n'y a pas que ça. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour d'horizon des différents lieux d'adoption? Alors c'est vrai que la SPA c'est devenu un peu le terme générique pour le refuge, parce que ça a été une des premières associations à avoir justement des refuges un peu partout en France. En fait, la SPA, c'est une fondation, c'est un peu comme la fondation 30 millions d'amis, où il y a d'autres fondations, en fait, enfin, il y en a plusieurs en France, qui ont des refuges et qui gèrent, voilà, la SPA va gérer tous les refuges SPA de France, la fondation 30 millions d'amis va gérer tous les refuges 30 millions d'amis de France, etc., etc. Il y a des petits refuges indépendants également, qui sont gérés par des particuliers, par des passionnés, des gens qui sont souvent qui ont créé le refuge eux-mêmes, des fois à leur domicile, qui avaient beaucoup de terrain et qui se sont dit, ben vas-y, je veux faire une bonne action, on va monter un refuge. Je trouve des gens qui ont besoin de peut-être des fois beaucoup plus de soutien aussi, parce que ils touchent pas de financement de l'État, ils touchent pas d'aide, ils n'ont pas accès à des grandes campagnes. Les campagnes de la SPA, on les voit tous, on les voit à la télé, on les voit de partout quand on va se balader dans les en ville. journaux, Il y a des gens qui font la quête pour la SPA. Pour les petits refuges, il y en a très très peu. Mm. Donc ils ont besoin d'aide aussi, parce qu'ils font un travail aussi important que les gros refuges, entre guillemets. Et souvent, ils travaillent également avec les gros refuges. Donc voilà, vous avez les refuges des grandes fondations, les refuges indépendants, vous avez des associations. Il y a beaucoup d'associations, vous pouvez les trouver sur les réseaux sociaux. C'est des groupes en fait qui n'ont pas forcément de structure à proprement parler des fois, qui vont juste être des réseaux de replacement de chiens. Oui, en travaillant avec des familles d'accueil. Oui, je pense à Cro-Blanc par exemple sur la région. Voilà, par exemple Cro-Blanc sur la région lyonnaise. Qui font un travail formidable aussi. C'est pareil, c'est des personnes que vous pouvez contacter quand vous cherchez un chien en particulier. Souvent, ça va être un peu entre guillemets du tout venant. Il y a des associations qui sont spécialisées dans les molosses, des associations qui sont spécialisées dans les chiens de chasse, d'autres spécialisées dans les bergers, d'autres spécialisées dans les chiens primitifs. Vous avez de tout. Vous avez des clubs pour les lévriers également, des gens qui vont récupérer des lévriers en Espagne et les ramener en France. Vous avez toutes sortes d'associations comme ça qui sont des trucs à but non lucratif, qui permettent juste en fait de mettre en relation les personnes qui gardent les animaux en attendant de trouver une famille et les nouvelles familles. Quand on veut adopter un chien, il faut essayer de ratisser un petit peu large pour être sûr de ne pas passer à côté d'un individu, d'un chien. Allez dans les refuges qui sont à côté de chez nous, c'est génial. Contactez les associations, regardez sur le Bon Coin. Les sites d'annonces, c'est de plus en plus réglementé, c'est de plus en plus compliqué de ne pas vendre un chien comme ça en France. Mais vous avez souvent des gens qui vont justement, qui ne peuvent plus s'occuper de leur chien et qui vont se séparer de leur animal et qui vont mettre une annonce dans le journal, qui vont mettre une annonce comme ça, puis même juste le bouche à oreille. Vous avez entendu que quelqu'un ne pouvait pas garder son chien et vous, c'est un chien qui pourrait vous correspondre. Bon, allez voir la personne directement et parlez-lui. Ça marche aussi. Les associations également de chiens guides, les chiens guides d'aveugles, il me semble, si c'est toujours comme ça, qu'on peut récupérer les chiens retraités ou les chiens réformés. Voilà, en gros, les chiens qui arrivent en fin de parcours, qui ont travaillé toute leur vie et qui sont à la retraite. On ne les fait pas travailler indéfiniment non plus. Donc vous arrivez avec des chiens qui ont 8-10 ans, qui sont des chiens guides d'aveugles. Donc vous êtes sûr et certain que vous partez sur un chien qui ne sera pas excité. Ça, c'est le truc que vous avez la plus de garantie, c'est que vous allez avoir un chien qui est calme. Et vous pouvez aussi avoir de l'autre côté, à l'entrée du parcours, les chiens qu'on dirait formés. C'est des chiens qui n'ont pas pu aller au bout de leur formation, pour X ou Y raison. Souvent, c'est parce qu'ils étaient trop excités ou pas assez concentrés. Mais vous avez quand même des chiens qui étaient déjà capables à la base d'entrer dans ce genre de circuit-là, qui sont très fermés, où c'est des lignées très spéciales, de chiens déjà très calmes à la base. Donc vous êtes sûr que vous avez un chien qui a quand même déjà du potentiel. Pas pour devenir chien guide d'aveugle puisqu'il a été réformé, mais ça peut être tous les chiens réformés guide d'aveugle ou handi-chiens ou autres que j'ai pu rencontrer dans mon parcours. C'est des chiens, ils sont exceptionnels. Par contre, là aussi, liste d'attente parce qu'il y a beaucoup de demandes. Parce que, étant donné que c'est des très bons chiens, les gens se bousculent pas mal pour les avoir. Donc, faut s'armer de patience. Mais pareil, des chiens de refuge, vous en trouverez qui sont très très bien aussi. Il y a vraiment pour tous les types. On retrouve vraiment de tout. Donc, n'hésitez pas à ratisser un petit peu large pour voir toutes les options qui se présentent à vous, pour pas passer à côté. On sait jamais.
Donc on entend là que, en fait, qu'importe le type d'adoption qu'on fait, voilà, on peut passer par plein d'endroits différents, le rôle de l'éducation ou de la rééducation dans ce chemin-là est très important. Et donc toi, tu nous disais que ton rôle auprès des refuges, c'était de rééduquer des chiens pour leur offrir une deuxième vie. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce travail-là, du coup, que tu fais? Tu t'es spécialisée dans les cas un peu plus compliqués, il me semble. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, bah en fait, mon boulot, c'est principalement de rééduquer les chiens qui ne sont pas adoptables pour les rendre adoptables. Pour Mm. parler très très simplement, c'est voilà, c'est ça. Je rends les chiens non adoptables adoptables. Qu'ils soient pas adoptables pour X ou Y raison, tu vois, que ce soit parce que c'est des peurs, parce que ce soit de l'agressivité. La raison, au final, elle n'est pas super importante. Ce qui sera important, c'est ce que moi je peux apporter à cet animal-là, ce que je peux apporter au refuge, parce qu'il y a aussi le côté mettre les agents en sécurité, mettre le personnel en sécurité. Quand on doit t'occuper d'un chien qui est agressif, qui attaque et qui fait 40 kilos, c'est quand même bien qu'il y ait quelqu'un qui connaisse et qui vienne bosser le chien avant que toi tu doives passer pour faire son box, qui Mm. puisse t'apprendre à gérer ça et à pas te faire, à ce qu'il n'y ait pas d'accident en fait. Donc mon boulot c'est vraiment ça en fait, c'est rendre les chiens qui ne sont pas adoptables adoptables, leur permettre en fait de revenir dans la société, pouvoir de nouveau vivre au contact avec les humains. C'est pas un truc qui est facile parce que on a également des limitations vis-à-vis du refuge. Quand tu n'as qu'un seul chien à rééduquer et que c'est toi qui le rééduques, ça va, t'as le temps, t'as toute la journée pour le faire. Quand t'as 50 chiens dans la structure, t'as beaucoup moins de temps, donc moi c'est ce qui me plaît. C'est vraiment ce côté, il y a des contraintes, il faut réussir à faire avec, à passer outre ces contraintes-là et à trouver des fois les exercices les plus performants, les plus justes, vraiment viser le plus juste possible. C'est un travail de précision pour se dire, ok, si les personnes n'ont que 3 minutes 30 avec ce chien-là par jour, il faut que je trouve un exercice qui ne prenne que 3 minutes 30 par jour et qui soit le plus efficace possible pour que la rééducation avance. C'est ça mon métier. Ok, ouais, c'est un beau Voilà, ça challenge. paraît. Voilà, c'est un très très gros challenge, c'est un très très beau challenge. Avec le Covid, j'ai malheureusement dû mettre un petit peu mon activité en stand-by sur 2020. Mm. J'espère reprendre bientôt avec un régime beaucoup plus soutenu. Mais c'est vrai que ça manque quand même pas mal. Tu vois Mm. vraiment les fruits de ton travail, tu vois vraiment que ce que tu fais, ça compte, ça avance et c'est vraiment super. Ça fait vraiment plaisir quand tu vois, quand au bout de 6 mois, 1 an des fois de travail, un chien peut enfin partir en famille et que les gens nous appellent toutes les semaines, tous les mois pour nous dire écoutez, ça se passe super bien, c'est génial, ils nous envoyer des photos du chien à la plage. Et tu te dis, putain, Ah, c'est c'est génial quoi. Moi génial. j'ai connu ce chien-là quand il était, quand personne ne pouvait approcher de son box, quand il était hyper agressif. Et aujourd'hui, il est en train de se faire dorer la pilule à Ajaccio, tu vois. Et toi, Ah ouais, t'as les ah, deux c'est pieds dans la génial. boue. Mm. On mesure bien l'importance du coup voilà, d'avoir des éducateurs dans les refuges. Est-ce que c'est une pratique qui est assez courante? On en croise souvent des éducateurs dans les refuges ou ça a du mal à se mettre en place? Alors, pas assez souvent à mon goût. Il y a Ouais. beaucoup, beaucoup de refuges en France. Après, il n'y a pas autant de refuges que, enfin, il n'y a pas autant d'éducs que de refuges. Et tous les éducs ne sont pas intéressés par le travail en refuge, il y a ça aussi. Mais Mm. c'est quelque chose qui commence à se démocratiser, donc c'est une très bonne chose. De plus en plus de refuges soit font appel à des éducs extérieurs qui vont intervenir sur une durée avec un contrat, et une fois que le contrat est terminé, hop, on change de refuge comme moi je fais. Soit Mhm. maintenant les refuges de plus en plus embauchent directement en tant que salariés des éducateurs. Ça c'est génial. Ça permet que les Ouais, gens soient c'est là cool. tous les jours sur la structure. À mon sens, la meilleure des solutions, c'est ça. Le fait qu'aujourd'hui, les grosses fondations, les gros refuges font de plus en plus, recrutent de plus en plus d'éducateurs canins, c'est une très très bonne chose. Ça commence à vraiment se démocratiser et c'est génial. Ça Ouais. permet, en plus de pouvoir rééduquer les chiens compliqués et de leur permettre d'avoir une seconde chance, ça va leur permettre aussi aux éducs de pouvoir bosser des chiens qui n'ont pas spécialement de problème et de les Ouais. rendre, les chiens qui sont déjà adoptables, de Encore les rendre mieux, encore quoi. plus Ouais. adoptables. C'est Ouais, ça. ouais, ouais. Le truc tout bête à bosser, mais qui fait toute la différence, c'est d'apprendre aux chiens la gestion de leurs émotions. Euh, en gros, en fait, t'as pas à aboyer comme un taré toute la journée, pour traduire. Quand Ouais. vous arrivez en refuge et que vous voyez tous les chiens qui sautent sur les grilles, qui sont hyper excités, on vous dit ah ouais, mais ils sont quand même vachement ah ouais quand même ouais Ça fait pas très envie. ça Ouais, donne pas ouais. Mm. très envie. Si vous avez un éduc qui est passé par là une semaine ou deux, qui leur a appris à être calme, à pas aboyer quand les autres aboient, à être tranquille, au bout d'un moment en fait les chiens ils vont faire leur vie, tu vois, ils vont être tranquilles
Et d'un coup, tu passes devant et tu te dis, ah, ils sont super calmes, ils vont venir à la grille, ils vont s'asseoir devant pour attendre qu'on les caresse, plutôt que d'essayer de sauter, de mordre les barreaux. Et ça, en fait, avec un éduc à 100% sur la structure, c'est un truc qui est Ça facilement permet. faisable. On va passer à la partie conseils. Est-ce Mhm. que, selon toi, quelles seraient les questions à se poser avant d'adopter? Déjà, pourquoi on veut un chien? Est-ce qu'on a toujours voulu un chien? On voulait attendre d'avoir l'environnement idéal et aujourd'hui on l'a, donc on prend un chien? Ou est-ce qu'on prend un chien pour des raisons qui sont moins judicieuses? Est-ce qu'on prend un chien parce que nos potes ont tous des chiens, donc on veut faire pareil, donc on prend un chien? Non, ça c'est pas une bonne raison. Ou Est-ce parce que ça fera plaisir que... aux petits ou... Voilà, c'est celui que j'allais dire après. Ouais. J'ai eu énormément de cas comme ça, surtout quand je bossais avec les particuliers et après en refuge, Mm. de gens qui veulent faire plaisir à leurs enfants. Mais on va pas se mentir, un enfant qui a 4 ans, 5 ans, 6 ans, même 10 ans, s'occupera pas du chien. Ne prenez pas un chien pour lui. Que votre enfant prenne des responsabilités, ça servira à rien et au final, le chien, c'est vous qui allez vous en occuper. Si vous voulez prendre un chien pour vos enfants, prenez un chien que vous voulez. Et un chien dont vous pouvez vous occuper. C'est 1 sur 100 qui va s'en occuper correctement, qui va se responsabiliser, qui va y aller. 1 sur 100, ça veut dire 99% du temps, c'est les parents qui s'en occupent. Donc les parents, c'est vous, c'est à vous de prendre les bonnes décisions. Si c'est juste pour faire plaisir à vos enfants, achetez-lui une peluche. Un truc que je voudrais soulever, c'est que l'année dernière, donc 2020, contexte complètement sans précédent, ça a été une année très particulière. Au niveau des adoptions l'année dernière, il s'est passé quelque chose, c'est que pendant le premier confinement, vers la fin du premier confinement, les refuges ont pu réouvrir les adoptions. Et les adoptions ont explosé. Pourquoi les adoptions ont explosé? Parce que à ce moment-là, avoir un chien, ça permettait de sortir pendant le confinement. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de ces chiens qui sont revenus au refuge parce que les gens les ont pris pour des mauvaises raisons. Il y en a beaucoup avec qui ça s'est très bien passé et les gens n'avaient jamais eu de chien avant et d'un coup se sont découverts qu'ils adoraient les chiens et ils font du sport, ils ont continué, ils sortent tout le temps avec leurs chiens, enfin, et ça se passe super bien. Mais il y en a beaucoup qui ont fait ça juste pour pouvoir gruger le confinement. C'est une mauvaise raison. Il ne faut pas faire ça. C'est interdit. Ouais. Non, il faut voir sur le long terme avant tout parce que voilà, même si on prend un chien adulte, voilà, même s'il est adulte, on va le garder voilà, jusqu'à la fin de sa vie normalement, si tout se passe bien et ça va durer des années. Donc voilà, on s'engage pour plusieurs années. C'est valable quand on prend dans n'importe quel type d'adoption d'un chien, que ce soit en élevage ou en refuge ou autre. Voilà, Oui. c'est un engagement sur le long terme avant tout. C'est ça. Et c'est un engagement au niveau du temps, au niveau de l'énergie, et c'est un engagement financier. Il faut penser à ça aussi. Euh, Mm. Quand on prend un chien, il faut se dire, ok, déjà il y a la nourriture qu'il va falloir prendre tous les mois. Alors selon les marques de croquettes que vous prenez, selon la taille de votre chien, parce que un chihuahua et un berger allemand, ça ne mangera pas pareil. Mm. Chihuahua, vous allez vous en sortir pour 20 € par mois. Le berger allemand, selon les marques que vous prenez, ça peut aller de 35 € pour un sac de 12 kilos à 80-90 € le sac de 12 kilos. Mm. Donc, Et si on prend autre chose que la croquette, ça peut aussi vite monter. si on prend autre chose que la croquette, effectivement, toi, si tu nourris ton chien au barf ou autre, Ouais. ça peut aller très très vite et il faut la place pour stocker en plus de ça. Ensuite, il faut aussi penser aux frais vétérinaires. Tous les ans, il y a les vaccins. T'es jamais à l'abri que le chien tombe malade, donc ça coûte cher aussi. T'es jamais à l'abri non plus d'une opération qui te tombe dessus un peu à l'improviste, et ça peut très très vite coûter cher. Donc c'est aussi un truc à penser. Ça va être du temps parce qu'il va falloir s'en occuper tous les jours. Ça va être financièrement, il faut pouvoir le gérer. Si vous n'arrivez pas à remplir votre propre frigo, c'est peut-être pas forcément le moment de prendre un chien, Mm. parce qu'il faut aussi remplir le sien. Et ensuite, voilà, beaucoup d'énergie, parce que c'est un travail à temps complet, en fait. Avoir un chien, c'est un truc à temps complet. C'est pas genre, Mm. on rentre le soir, le chien, il est là. C'est pas, on enlève sa C'est toute la casquette journée. de... Ouais, c'est ça, c'est C'est toute ça. la journée. Si vous êtes avec un chien, c'est pour les bons et les mauvais côtés. C'est quand vous êtes énervé, le chien est quand même là. Quand vous êtes content, le chien, il est là. Quand le chien se fait mal, il faut être là. Et voilà, et il faut s'en occuper, il faut le sortir. Que vous soyez en appartement, que vous soyez en maison. C'est un investissement, il faut s'en occuper, c'est un être vivant. Donc c'est les questions à se poser en fait. Est-ce que je peux aujourd'hui me permettre tout ça? C'est vraiment une question à se poser, c'est ça. C'est est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai l'énergie?
Est-ce que je suis motivé pour prendre un chien? Est-ce que vraiment je sais ce que c'est qu'un chien? Et dernier conseil que je voudrais aborder, quelles seraient les questions selon toi à poser à la structure dans laquelle on va adopter avant d'adopter? Ouais, bah déjà le plus important c'est le passé du chien. Ce que le chien a vécu Ouais. avant d'arriver en refuge et ce que le chien a vécu pendant le refuge. T'as des chiens par exemple qui ont un passé où ils ont mordu au refuge. T'as des chiens, c'est l'inverse, tu vois, ils n'ont jamais eu de problème en refuge, mais avant, on sait qu'ils ont mordu et ils ont été abandonnés pour ça. Donc il faut essayer de se renseigner sur le passé du chien. Est-ce qu'il vivait avec des enfants? Est-ce qu'il connaît les enfants? Comment ça se passe avec les enfants si le refuge le sait? Par exemple, si tu as un chat chez toi, est-ce que le chien s'entend bien avec les chats, tu vois? Est-ce que ça a été testé? Est-ce que c'est des choses qu'ils savent? Essayez d'avoir le plus d'informations sur le passé du chien. Ce qu'il y a avec les refuges, quand ça se passe, vraiment les soigneurs, ils vont vous poser des questions, savoir votre milieu de vie, savoir est-ce que vous avez des enfants, est-ce que vous vivez en maison, est-ce que vous vivez en appartement. Est-ce que vous êtes en centre-ville, plutôt à la campagne? Est-ce que vous travaillez beaucoup? Est-ce que vous avez du temps pour le chien? Est-ce que vous êtes sportif? En fait, ça va déjà leur permettre de se dire, ok, donc en fonction de ça, si vous vivez en maison si vous êtes très sportif, que vous vivez en maison, que vous n'avez pas d'enfants, on vous proposera pas les mêmes chiens à l'adoption que si vous êtes en appartement avec 4 enfants et que vous n'êtes pas du tout sportif et vous travaillez toute la journée. En fonction de ton milieu de vie, en fonction de ce que toi tu peux proposer pour un chien, on ne te proposera pas les mêmes trucs. Donc il faut vraiment être honnête, le plus honnête possible avec les soigneurs quand ils vous posent ces Mm. questions-là. Eux, ils connaissent très Ouais. bien leur chien, il n'y a aucun problème là-dessus. Et surtout, essaie d'avoir le plus d'informations sur le passé du chien. La structure dans laquelle vous allez a des éducateurs, et que les éducateurs se sont occupés du chien, demandez à discuter avec les éducateurs, qui vous donnent un point de vue un peu plus peut-être précis sur le comportement du chien, sur ce que vous pouvez vous attendre, et sur est-ce qu'il va y avoir du travail à faire derrière. Est-ce que vous allez devoir continuer un petit peu l'éducation ou des fois la rééducation du chien. Sachant que si Ouais. c'est des chiens qui sont à l'adoption, généralement c'est qu'ils sont c'est à la portée de entre guillemets de tous le travail qui peut rester à faire dessus. Mais voilà, savoir que quand vous allez adopter, vous allez devoir refaire entre guillemets l'éducation du chien dans la majorité des cas, lui réapprendre à marcher en laisse, Mm. lui réapprendre à revenir. Euh, Certains, ça va être des petits soucis au niveau de la propreté également à faire. Donc, voyez avec les gens du refuge, posez-leur les questions de savoir quel âge a le chien, où est-ce qu'il a vécu, pourquoi il a été abandonné. Pourquoi il a été abandonné, ça peut être très intéressant. Ça peut aussi Ouais. vous permettre de savoir s'il y a des choses qu'il vaut mieux éviter de faire. Il faut se dire, selon ce que le chien a vécu et selon les informations que vous allez pouvoir récupérer, c'est aussi vous, en fonction de ça, de vous dire, il va falloir que j'adapte un petit peu ma façon de faire, ou en tout cas que j'apprenne au chien à y aller en douceur avec, avec son nouvel environnement. Il y aura un temps d'adaptation, ça c'est obligatoire. Tous les chiens ont un temps d'adaptation, plus ou Mm. moins long. Des fois, ça peut être juste 1 heure. Et des fois, ça va être une semaine ou deux. Mais voilà, en fonction de ce que tu arrives à savoir sur le chien, de son passé, de ce qu'il a vécu, tu vas pouvoir te dire déjà, est-ce que je suis la bonne personne pour ce chien-là? Ou est-ce que ben, peut-être que je ne suis pas la bonne personne et il y a quelqu'un de mieux qui va arriver derrière, donc je vais laisser le chien à potentiellement quelqu'un d'autre qui sera plus apte que moi. Il faut savoir un truc, c'est qu'en refuge des gens, il y en a tous les jours. Faut pas se dire, si je prends pas ce chien-là, il va finir sa vie en refuge. La majorité du Oui. temps, les chiens, en vrai, quand ils sont en adoption, ils restent pas longtemps. Ils restent 1 mois, 2 mois. Ceux qui restent le plus longtemps, c'est des cas particuliers, c'est des chiens qu'on peut pas replacer tout de suite parce que des fois il y a des problèmes avec. Toi, si c'est un chien qui vient de l'étranger, par exemple, qui n'a pas une Mhm. puce d'identification française, c'est 6 mois. Il faut attendre. Parce D'accord. qu'il faut Ok. refaire les papiers, il faut refaire la puce, et il y a une carence 6 mois pour les maladies, machin. T'as des chiens qui vont rester des fois 1 an ou deux, tout simplement à cause d'une maladie. Parce qu'ils sont malades, ils ont un truc qui nécessite des soins quotidiens par un vétérinaire. Donc on peut pas les laisser chez des gens parce que ça va là, pour le coup, ça va les ruiner complètement. Donc on garde Mm. le chien dans la structure, on s'en occupe, on le garde en infirmerie ou dans un petit box. Et ça se passe très bien. Mais en général, les chiens restent pas très longtemps dans les refuges. Ceux qui restent le plus longtemps, c'est ceux qui sont pas adoptables. Et ceux qui sont pas D'accord. adoptables, on vous les proposera pas. Mm. Donc il Ok. faut pas, voilà, faut pas se dire si je le prends pas, personne va le prendre. Si vous le prenez pas, 99% du temps, à la fin de la semaine, il sera adopté. Sinon, dans les 2 semaines qui suivront, il sera adopté. Ça veut pas dire qu'il faut se jeter dessus sans réfléchir non plus, hein. Je tiens Oui, oui, aussi à le oui. préciser. Oui, mais faut pas faire de choix par dépit parce que voilà, enfin, faut avant tout C'est que le ça. chien nous corresponde et faut pas trop écouter son cœur non plus parce que sinon Voilà, on les prendrait tous, hein, clairement. c'est ça. Mais Les coups de cœur, c'est bien, voilà, faut. mais il faut quand même réfléchir le coup de cœur.
Si tu as un coup de cœur pour un chien que tu peux adopter, dont tu peux t'occuper, c'est royal, c'est parfait. C'est bingo. Parce qu'en plus, peu importe ce qui se passera derrière, tu as eu le coup de cœur pour ce chien-là, donc tu sais que peu importe ce que le chien va faire, tu vois, même si le chien il se met, tu vois, il y a des problèmes de propreté ou autre, tu t'en fous, tu as eu le coup de cœur. Enfin, c'est génial, okay, c'est secondaire, c'est pas grave. Par contre, si tu as un coup de cœur pour un chien dont tu ne peux pas t'occuper et que d'un coup ça se passe mal, et que le chien te montre bien que non, tu n'es pas l'humain qui est fait pour lui, et ben là, ça peut piquer. Donc, les côtés coup de cœur, sur des chiens de refuge, je suis mitigé, tu vois. Si c'est possible, voir avec les agents, venir plusieurs fois pour voir le chien, venir voir si n'y a pas un moment avec des bénévoles qui sont là au refuge. Souvent, les bénévoles vont pouvoir sortir les chiens hors du refuge. Donc, aller faire une balade avec un des bénévoles et le chien que vous voulez adopter pour voir le chien en extérieur, voir comment il est en balade, tenir la laisse avec lui, ou si vous pouvez aller dans un parc de détente pour pouvoir jouer un petit peu avec le chien, passer du temps, interagir avec lui, essayer de voir si le feeling passe. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il va falloir regarder. Est-ce que vous pouvez vous en occuper? Est-ce que le passé du chien, c'est quelque chose que vous pouvez gérer? Est-ce qu'il y a du boulot à faire dessus? Qu'est-ce qu'il y a à faire comme boulot? Si vous avez accès à un éducateur sur la structure, demandez-leur. Est-ce que le feeling passe avec ce chien-là, en fait? Je me souviens justement, je parlais des chiens malades tout à l'heure. On avait dans un refuge où je suis intervenu, un chien qui avait toutes les maladies possibles et imaginables. Il avait, je sais plus, il avait 12 ans, le machin. Il ressemblait plus à rien. C'était un croisé Yorkshire, teckel, bichon, enfin vraiment un tout petit chien, tu vois. Il lui manquait 80% des poils, enfin il avait chopé la teigne, il avait chopé la gale, il avait toutes les maladies de peau, toutes les maladies infectieuses. C'était une boule de maladie, ce machin. Et il restait, il était même pas en boxe ou quoi, il était dans la cuisine du refuge, à côté du chauffage. Et il aboyait sur tout le monde qui passait. Enfin, c'était un peu la mascotte, tu vois. Et il est resté mais tellement longtemps, et tout le monde se disait mais ce chien il sera jamais adopté. Déjà il a les problèmes de santé. À cause de ses problèmes de santé, il ressemble à rien. Qui va avoir un coup de cœur pour lui, tu vois? Parce qu'il disait les seuls qui peuvent l'adopter, c'est un coup de cœur. Et un jour, une jeune qui passe dans le refuge, qui voit un peu tous les chiens et qui dit non, ça m'intéresse pas. Et elle voit ce chien-là en train d'être sorti pour faire son pipi devant. Et elle voit le chien, et coup de cœur sur le chien. Et tu vois, c'est des fois des trucs comme ça où tu te dis, putain, on pensait que ce chien-là serait jamais adopté parce que c'est très compliqué, parce que la santé, parce que le physique, on va pas se mentir. Et au final, un coup de cœur, une dame qui passe, un coup de cœur. Juste termine là-dessus parce que c'est quand même un point important, je pense. C'est les vieux chiens en refuge. Oui. On en croise très souvent. Ils sont aussi bien que les autres. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas à se dire, de toute façon, c'est des vieux chiens, nanana, c'est foutu pour eux. Non, on peut toujours éduquer un chien. On peut toujours lui apprendre tout ce qu'on veut. Ce sera un poil plus long. Mais les vieux chiens, en fait, je trouve que c'est encore plus une bonne action d'adopter un vieux chien parce que ça lui permet de pouvoir terminer sa vie dans une famille. Et c'est des chiens qui ont encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à donner. Il suffit juste de les sortir, de leur donner tout ce dont ils ont besoin en termes de dépenses, en termes de stimulation, et vous allez vous retrouver avec un chien qui va avoir une deuxième jeunesse. Et honnêtement, c'est juste génial, quoi. Puis en plus, vous savez que c'est un chien qui a déjà de la bouteille, quoi. Vous n'allez pas vous retrouver avec un jeune excité qui détruit tout. Vous avez un chien qui est déjà un peu plus posé, un peu plus tranquille. Voilà, c'est ça. Qui est mature. Donc, n'hésitez pas. Je sais que certains refuges et certaines fondations font des trucs pour les seniors, les adoptions de seniors, où ils prennent en charge les frais vétérinaires. Renseignez-vous, savoir s'ils le font ou pas. Certains font des trucs comme ça, des opérations seniors de temps en temps, où tous les chiens seniors adoptés vont pouvoir bénéficier de ça. Quand vous revenez au refuge, les soins sont pris en charge quasiment à 100% en fait, pour aider justement à ce que les vieux chiens puissent être adoptés, en fait, avoir une autre vie. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Enzo. Je vais te poser maintenant la question signature de ce podcast. Qu'est-ce que ça a changé à ta vie d'avoir des chiens et qu'est-ce qui t'apporte au quotidien? Non, ils m'ont beaucoup, beaucoup apporté. J'ai appris à prendre beaucoup de recul par rapport à ce que je faisais, par rapport à comment je me percevais. J'ai appris à peut-être avoir moins d'attentes vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis des chiens. Tu vois, mettre la barre peut-être un peu moins... Pas à mettre la barre moins haute, parce que j'aime toujours viser très haut pour essayer de me donner au maximum. Mais d'être peut-être plus réaliste, plus réfléchi, moins impulsif. Avant d'avoir ma première chienne, avant d'avoir Altesse, j'étais quelqu'un de très 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 impulsif, de très limite agressif en fait, tu vois. Enfin, j'étais très nerveux. Le fait d'avoir eu ma chienne, d'avoir eu les problèmes d'agressivité avec elle, de les avoir réglés, ça m'a aussi appris moi à beaucoup me calmer. Tu vois,
c'était logique. Je pouvais pas apprendre à mon chien à pas être tout le temps sur les nerfs et à pas tout le temps agresser tout le monde si moi je continuais à le faire. Donc il y a eu un travail à la fois sur ma chaîne, à la fois sur moi, et j'ai toujours continué comme ça en fait à travailler sur ma propre gestion de mes émotions, apprendre à être plus ancré, plus présent dans l'instant, à être moins dans les étoiles, et à être un peu plus présent en fait, un peu plus centré sur moi-même. Et je pense que c'est vraiment ce que ça m'a apporté de plus d'avoir tous ces chiens-là. J'ai 3 chiens avec 3 personnalités différentes. Ça me permet en fait de pouvoir m'adapter, d'avoir une meilleure adaptabilité et de pouvoir gérer différents profils, que ce soit au niveau des chiens, que ce soit au niveau des humains, au niveau d'autres espèces animales, parce que je me limite pas que aux chiens. Mais ça permet vraiment, c'est vraiment ce que ça m'a appris, quoi. Ça m'a rendu meilleur, on va dire, pour faire simple. Voilà, c'est beau, c'est cool. Très bien. Est-ce que tu aurais des ressources à partager à nos auditeurs pour les aider, que ce soit autour de l'adoption en refuge ou autre, ou plutôt plus généralement à comprendre leur chien? Alors, plus généralement à comprendre leur chien, il y a... Moi, ce qui m'a beaucoup aidé quand j'ai débuté, alors c'est en anglais, vous devez trouver en sous-titré français, pour les conférences en tout cas. C'est toutes les conférences et les séminaires de Ian Dunbar, qui est un américain. C'est un peu lui qui est à l'origine de l'école du chiot. Il a des techniques, moi je me suis beaucoup inspiré de lui quand j'ai commencé. La majorité de mes exercices étaient inspirés de son travail parce que je trouvais ça juste génial. Sur l'école du chiot, il est génial ce mec. Il arrive à prendre tout dans le jeu, en fait, en faisant que du jeu, à apprendre tous les comportements basiques aux chiens et à apprendre des trucs qui vont vous servir toute votre vie. À apprendre aux chiens à se calmer, à apprendre aux chiens à pas aboyer. Et il fait tout ça sous forme de petits jeux. Donc regardez, si vous arrivez à trouver ces conférences, vous pouvez, je pense, les trouver en ligne. Il a écrit des livres qu'on trouve en français. Donc les livres de Ian Dunbar, j'ai pas les titres en tête. Je crois que c'est... Moi, je ferai une petite recherche pour vous mettre tout ça dans la description. Ouais. Okay. Voilà. Si vous voulez des trucs un peu plus poussés, moi je sais que je regarde beaucoup, j'étudie beaucoup l'éthologie, j'étudie beaucoup la biologie, j'étudie la génétique, tous ces trucs-là, parce que c'est des trucs qui me passionnent, pour aller beaucoup plus loin. Il y a... Alors, le livre, encore une fois, je l'ai en anglais. Je crois qu'en français, ça doit s'appeler Comment apprivoiser un renard et fabriquer un chien, par Alan Dugatkin et Lyudmila Trut. C'est un livre qui parle de la domestication et de la plus grosse étude jamais menée sur la domestication. C'est une étude qui a commencé dans les années 50 et qui est encore en train d'être faite aujourd'hui sur les renards, je crois que c'est les renards arctiques. En fait, ça raconte l'histoire de cette étude, de ces scientifiques, parce qu'ils ont commencé en URSS, en fait, sous le régime soviétique, qui était avec les scientifiques qui n'étaient pas spécialement appréciés là-bas, surtout les généticiens. Et du coup, ça raconte vraiment cette histoire, c'est très accessible. C'est un des bouquins les plus accessibles que j'ai lu sur la génétique et sur la sélection. Donc, si jamais ça vous intéresse, il me semble qu'il existe en français. Allez-y, honnêtement, c'est vraiment un bouquin, vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y a pas de problème. Trop cool, je mettrai tous les liens donc dans la description, vous pourrez tout retrouver. Où est-ce qu'on redirige les auditeurs qui souhaiteraient suivre ton travail ou voir tes chiens ou voir ce que tu fais? Le monde de Big Up sur Instagram, vous pouvez me retrouver là. Ok, ça marche. Merci beaucoup Enzo pour ce riche entretien. Pas de souci. À bientôt, merci beaucoup. Bah ouais, salut. Merci beaucoup de vous être joints à ma conversation avec Enzo et de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler à des amis qu'il pourrait aider et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @lemonde-de-bigup et @lanichepodcast. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter. Ça aide beaucoup le podcast à se développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site laniche-podcast.fr. Enfin, pensez à vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater des prochains épisodes. Ils arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.